Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer doucement, par une introduction en attendant qui va peut-être permettre aux derniers arrivants de se connecter avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va peut-être pas faire un tour de table, ça risquerait de prendre trop longtemps parce qu'on est assez nombreux. Mais je me présente néanmoins, je suis Sarah Feuillette, chef du service planification, évaluation et prospective à l'Agence de l'eau. Et donc, je vais introduire cette session qui va nous garder ensemble jusqu'à midi autour de la protection des aires de captage. Donc, j'invite chacun à éteindre son micro donc évidemment, il y aura des temps d'échange au cours de la session. Donc, pour introduire cet atelier, ce séminaire, quelques mots. Tout le monde sait bien sûr ici que la protection des captages, c'est une politique compliquée à mettre en œuvre, qui rencontre de nombreux freins. Sur le bassin Seine-Normandie, 39% des captages destinés à l'eau potable, ce qui représente 468 captages, ont été fermés depuis 2000 à cause d'une pollution diffuse agricole. La majorité par les nitrates, mais également beaucoup par les pesticides ou par les deux types de pollution. Et ces abandons sont en hausse constante depuis 2018. Concernant plus particulièrement les pesticides, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le renouvellement des molécules, quand il y a une molécule qui est interdite, par exemple, ça engendre des sortes de bombes à retardement, puisqu'il arrive qu'on découvre au fil du temps des impacts toxiques directs ou indirects via les métabolites après la mise sur le marché. Donc, ça incite plutôt à viser un abaissement du niveau général de pollution plutôt que des interdictions ciblées et des substitutions de molécules qui du coup, ne règlent pas le problème. La nécessité de protéger préventivement les captages en termes de qualité, elle est renforcée en plus par les pressions quantitatives liées aux sécheresses. Sur le bassin, on a eu plusieurs captages qui ont été au bord de la rupture d'approvisionnement cet été, par exemple à Chartres. Il est probable que ces situations de tension quantitative se multiplient à l'avenir. Et on sait que les interconnexions sont loin de constituer une solution miracle. Donc voilà, ça renforce encore l'enjeu de protection de la qualité. Donc, compte tenu de l'importance de cet enjeu, depuis 2020, on a réalisé, Stéphane Le Bourris, qui est présent aux côtés de Gaël Chevillotte aujourd'hui, qui, dans mon service, donc, est Monsieur Évaluation, qui pilote les évaluations de politique publique à l'Agence de l'eau, a piloté donc une évaluation de la politique de protection des captages basée sur plusieurs études, dont celle qui va vous être présentée aujourd'hui sur les cas inspirants. Et la dernière qui vient d'arriver, la dernière brique de cet ensemble d'études sur la politique de protection des captages. Donc, il y a d'autres études qui ont eu lieu, notamment une étude bibliographique sur l'efficacité comparée des pratiques agricoles vis-à-vis de la lutte contre les pollutions diffuses. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre les références dans le chat. Voilà, ces études, elles ont permis aussi de repérer des freins et des leviers, et c'est également le cas de cette étude sur les cas inspirants. Mais voilà, globalement, il ressort des tendances globales que les captages sont encore vraiment trop peu protégés. Et c'est aussi la raison qui nous a poussé à vouloir mettre en lumière la description fine de cas inspirants de protection de captage, afin de montrer que c'est quand même possible, même si c'est difficile, et à quelles conditions c'est possible, dans l'idée donc de diffuser des fiches communicantes sur ces cas inspirants pour entraîner les élus et les autres acteurs sur la voie d'une protection efficace des aires de captage. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Donc, je vais laisser la parole peut-être à Gaël Chevillotte, à moins que Stéphane ait quelques mots à dire en complément. Je prends la parole. Stéphane me fait signe tu as tout bien dit. Je vais partager tout de suite mon écran
pour vous... Donc, je précise que donc, Gaëlle Chevillotte travaille au bureau d'études ASCA qui a réalisé donc, cette fameuse étude sur les cas inspirants. Alors, juste là, vous voyez... Attendez, on voit ton écran, et il faut mettre en diaporama. Ouais, en diaporama, tout à fait. Et là, vous le voyez bien, normalement. Très bien. Merci Sarah. Je suis effectivement donc, Gaëlle Chevillotte du cabinet ASCA. Je vous projette directement comment on a imaginé organiser cette présentation sur 1h30. Donc, c'est un temps un peu court et on veut quand même avoir des temps d'échange. Donc, je vais présenter des résultats rapidement en 2 temps. Une première partie où je vais vous raconter les stratégies de protection de captage qu'on a pu observer sur les cas qu'on a analysés. Et puis, on aura un petit temps d'échange sur ce point-là. Et puis, un deuxième temps d'échange sur des enseignements plus transversaux qu'on a pu mettre en évidence en comparant les cas, où là, on essaiera de viser une discussion plutôt axée sur en quoi ça peut nous éclairer sur une évolution de l'action de l'agence et de l'État. Alors, comme on est nombreux, ça c'est plutôt une très bonne chose. En termes d'organisation des échanges, je vous propose notamment pour le temps 1 d'écrire dans le chat quand vous avez des questions de compréhension, des points d'étonnement ou des commentaires. Vous l'écrivez dans le chat et nous, on en fera une synthèse et qu'on pourra vous retraduire dans le temps d'échange. Et on vous donnera, on fera l'ouverture à des prises de parole pour approfondir éventuellement certains points une fois qu'on aura un peu cette vision de tous vos commentaires. Alors, avant de commencer, un petit mot juste pour vous expliquer la démarche. En fait, on est dans donc, l'objectif de la mission, c'était vraiment de travailler sur des cas de démarche de protection des AAC qui avaient eu des résultats avérés sur la qualité de l'eau. Et comme des fois, on ne peut pas avoir, pour des raisons géologiques, tout de suite des résultats avérés sur la qualité de l'eau, il y avait aussi un critère qui était de dire des résultats avérés soit sur la qualité de l'eau, soit sur l'évolution de l'occupation des sols vers des surfaces en BNI, donc en bas niveau d'intrants. Et le deuxième partie, le principe en fait, pour étudier ces démarches, a été de se dire il faut appréhender ces démarches dans un temps long et dans leur globalité, donc en regardant à la fois les aspects politiques, les aspects techniques. Et ça, on l'a fait en se proposant de raconter des histoires qui mettent en valeur les facteurs de succès, les moments clés, les moments de basculement. L'idée étant donc au final de valoriser ces cas-là pour essayer de mobiliser d'autres acteurs sur le territoire qui ont des problématiques de captage. Alors plus concrètement, on a produit 3 types de livrables. Pour chaque cas qu'on a étudié, on a fait une analyse approfondie qui est donc un livrable intermédiaire, qui est notre matériau de travail et de réflexion. Et sur la base de ce matériau, il y a eu des fiches communicantes sur certains cas seulement pour justement pouvoir diffuser les enseignements. Et puis une note de synthèse qui identifie les résultats un peu transversaux qu'on peut tirer de ces cas. Et ça, ce sont des produits qui ont vocation à avoir une diffusion assez large. Les cas qu'on a retenus, ils sont présentés ici sur cette carte-là. Il y en a 11 démarches de protection qui ont été analysées, un peu réparties partout sur le bassin. Et parmi ces 11 démarches, il y a eu 5 fiches de communication qui ont été produites. Et alors, pour avoir un peu une idée de ces cas-là, ces cas, ils sont diversifiés sur le bassin versant. Ils sont également, ils couvrent à peu près les 3 grands OTEX, grands systèmes d'exploitation d'élevage, grande culture, polyculture, élevage. Et ils concernent des petites AAC et également des moyennes et des grandes. Il y en a plus de petites puisqu'on a trouvé plus de cas réussis sur des petites. Et peut-être un premier constat à ce stade, c'est qu'on a quand même eu pas mal de difficultés à identifier. On était parti sur l'idée de se dire il faut en faire 12.
Et en fait, on n'en a déjà trouvé que 11 et pas 12 qui répondaient à nos critères sur la qualité de l'eau. Et parmi ces 11, pardon, il y a 5 démarches qui ont été jugées assez abouties et inspirantes pour en faire des fiches de communication. Les autres étaient soit pas suffisamment abouties pour pouvoir dire, bon, là, c'est sûr, on va avoir des résultats, ou alors avec des doutes forts sur le fait qu'on puisse vraiment atteindre des résultats significatifs sur la qualité de l'eau. Donc, il a été décidé sur celle-là de les utiliser pour l'analyse transversale, mais pas d'en faire des fiches de communication. Alors, rapidement, alors je commence la présentation sur le premier temps d'échange qu'on a accès pour vous décrire un peu les 3 types de stratégies de protection de la ressource qu'on a observées. Donc, en fait, ces stratégies, elles se distinguent non pas tant sur les leviers et les outils qui sont mobilisés. Dans chaque stratégie, on mobilise des leviers techniques, des leviers réglementaires, des leviers de foncier. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est la logique d'action principale qui est mise en avant, c'est la visée en fait qui est recherchée. Et c'est à partir de cette visée-là, les outils qui sont mobilisés, ils sont mobilisés au service de cette visée-là, et c'est vraiment ça qui distingue ces 3 stratégies. Donc, je vais les passer en revue pour vous donner de manière très synthétique les enseignements qu'on tire de chacune de ces stratégies. Alors, la première stratégie qu'on a appelée la maîtrise d'usage des sols, en jouant sur des outils de foncier, c'est une stratégie où l'accent est mis vraiment justement sur des outils de maîtrise d'usage des sols qui jouent sur le foncier, notamment via l'acquisition foncière, mais pas que, et avec une logique qui est affirmée dès le début de l'engagement des acteurs pour inscrire durablement les pratiques ou les usages des sols les plus efficaces pour l'eau sur les zones les plus vulnérables. C'est des stratégies qu'on a plutôt observées, nous, sur des petites AAC. Donc, les 4 AAC qui sont concernées, elles sont indiquées en haut à droite. Chacune de ces AAC, elles ont été classées comme petites AAC. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'enseignement de l'observation de ces cas? Ce sont des cas où il y a eu une mobilisation très forte initiale de la collectivité qui a toujours été motivée par une forme de pression, une urgence à agir ou une contrainte externe à accompagner, soit parce qu'il y avait une dégradation brutale de la qualité de l'eau et que l'État pointait l'urgence à agir, soit qu'il y avait une nécessité de diluer l'eau avec de l'interconnexion et donc d'acheter de l'eau à d'autres collectivités, ou encore un projet d'aménagement du territoire qui mettait en danger la qualité de l'eau, c'est le cas de Bardouville. Et puis, dans certains cas également, le fait qu'il y ait une contrainte qui s'impose, en l'occurrence ici c'était une DUP, un protocole DUP, qui s'impose aux agriculteurs, et les collectivités s'engagent quelque part, non pas au départ pour l'eau, mais pour aider les agriculteurs à survivre à cette contrainte. Donc ça, c'est un premier caractéristique de ces stratégies. Un enseignement aussi, c'est que dans ces stratégies, les outils réglementaires qui ont été mobilisés par les collectivités pour avoir cette logique de pérenniser très fortement l'usage des sols, ce sont des outils qui peuvent être saisis par les collectivités. Donc, ce sont des outils réglementaires eau, par exemple la DUP, mais il y a eu aussi des arrêtés municipaux. Et ils apparaissent en fait mal dimensionnés pour agir sur de grandes échelles. Donc, ce n'est pas un hasard si quelque part on était sur des petites AAC. Et donc, dans certains cas, il y a eu aussi l'idée d'aller chercher, en tout cas l'opportunité d'aller chercher des outils plutôt liés à l'aménagement du territoire. Un autre enseignement, c'est que dans ces cas, effectivement, on rentre par des outils réglementaires, mais l'approche réglementaire seule ne suffit pas. Il y a toujours eu une articulation avec une approche volontaire nécessaire pour apaiser les tensions, pour accompagner la contrainte que la collectivité, l'État ou l'agence de l'eau poussait, soit par exemple par des dispositifs financiers, mais également d'accompagnement qui ont permis d'apaiser les tensions.
Donc, ce n'est pas parce qu'on est sur une approche réglementaire qu'il n'y a pas une articulation forte à penser avec le volontaire. L'autre enseignement, c'est que le rôle de l'État en soutien aux collectivités a été ici essentiel dès lors qu'on était sur des leviers réglementaires qui sont mobilisés, non seulement pour donner un cadre qui facilite le portage du levier réglementaire, c'est notamment l'exemple de la DUP, mais également pour soutenir la collectivité en cas de conflit. Et enfin… Excuse-moi Gaëlle, juste pour demander aux gens d'éteindre leur micro parce qu'il y a des bruits parasites. Merci. D'accord. L'autre enseignement de cette stratégie, c'est que en fait, dans ces trajectoires qu'on a observées, la démarche Grenelle, elle était secondaire, elle n'était pas déterminante. Mais en fait, notamment parce qu'en fait, elle est arrivée bien après, en général, de la mobilisation, pour la plupart des cas. Mais en revanche, elle a quand même servi à élargir, à permettre aux collectivités qui étaient que sur des outils collectivités, en fait, d'élargir le panel d'outils pour intervenir sur le monde agricole. Et aussi également d'installer un cadre et une animation qui, dans le temps long, permet d'être plus réactif quand il y a de nouveaux problèmes qui surgissent. Donc ça, c'était la première stratégie qu'on a observée. La deuxième stratégie, c'est une stratégie qui vise des ajustements de pratiques pour réduire l'usage des pesticides et les apports en nitrates, et qui est complétée le plus souvent par des ajustements ponctuels de l'assolement des exploitations, en particulier dans les cas qu'on a observés, par une remise en herbe. Ici, ce qu'on peut tirer de cette stratégie, c'est que, notamment sur ce dernier point, le changement ponctuel d'occupation des sols, et qui est localisé, ce n'est pas un critère suffisant pour juger la réussite d'un cas en l'absence de garantie sur la pérennité du changement. On a, sur les cas qu'on a observés, sur les 4 cas qui sont classés dans cette stratégie, il y en a 2 où les remises en herbe qui ont été pratiquées, en fait, elles l'ont été faites, mais sans penser à leur intégration dans un système agricole de manière plus systémique, et que ce soit les acteurs locaux, les agriculteurs, ou en tout cas tous les gens qu'on a rencontrés, sont à peu près sûrs que quand les MEC vont prendre fin, il va y avoir retournement. On a aussi comme enseignement, un deuxième enseignement, c'est que la stratégie d'ajustement des pratiques qui est mise en place dans ces trajectoires-là, elle peut être effectivement efficace pour l'eau, mais dans des facteurs contextuels particuliers qui sont plutôt favorables. Des cas où finalement la question n'était pas tant de récupérer de la qualité de l'eau, mais de maintenir une qualité pas trop dégradée, ou à minima de stopper la dégradation. Et dans tous les cas, ça n'empêche pas il faut quand même travailler sur une réflexion à plus long terme, sur des changements plus structurants pour pérenniser ces changements. Donc ça, c'était un deuxième enseignement. Un troisième enseignement, alors dans les facteurs de contexte favorable, il y avait notamment le niveau de dégradation limité. Ça pose cette observation, ça pose vraiment la question sur est-ce que ces stratégies sont vraiment généralisables sur des ASC plus grandes ou qui sont plus dégradées, et ça, c'est probablement pas évident. Un autre enseignement, c'est que comme on est sur des démarches qui sont basées sur le volontariat des agriculteurs, très fortement, au cœur de ces démarches, de ces trajectoires, il y a le dispositif technique qui comprend l'animation et un panel d'outils qui est vraiment central pour essayer de mobiliser, d'intéresser les agriculteurs. Et puis, un dernier enseignement, c'est que finalement, sur ces cas-là, quand il y a eu des cas où il y avait une mobilisation forte des agriculteurs, mais finalement pas vraiment de mobilisation de la collectivité, et malgré le dynamisme des agriculteurs, et ben, cette absence d'implication de la collectivité pose problème, parce que finalement, dans le temps long, il n'y a que la collectivité qui a la légitimité de porter un cap ambitieux sur la qualité de l'eau et de coacher l'animation agricole technique qui n'est pas, en fait, qui n'a pas vocation quelque part à porter cette ambition. Enfin, la troisième trajectoire,
c'est une trajectoire là qui vise des changements structurants des systèmes d'exploitation agricole, qui vise d'emblée des changements structurants par une reconception de l'ensemble du système d'exploitation et notamment des systèmes d'exploitation et de l'assolement, notamment par le développement de l'agriculture biologique, mais sur les 3 cas, il n'y avait pas que cette option-là. Alors, ici, ce que nous enseignent ces trajectoires-là, ces stratégies, c'est que finalement, il n'y a pas besoin de passer par des changements, des ajustements pratiques pour aller directement sur des changements structurants. Ce n'est pas un préalable nécessaire pour le faire. Le deuxième enseignement un peu de cette approche-là, c'est qu'en fait, on est aussi ici basé sur du volontariat et l'approche volontaire qui est retenue dans tous ces cas semble plutôt favoriser un contexte non conflictuel, notamment quand il y a eu des cas où on a essayé de faire du réglementaire, on voit bien que ça a provoqué du conflit. Mais ça ne veut pas dire ça garantit totalement l'absence de conflit. Donc, on est sur, un enseignement sur lequel on va revenir plus tard qui nuance un peu cette approche, cette question du conflit. Et quand il y a conflit, en revanche, ce qui est fortement ressorti, c'est que s'il n'y a pas de soutien de l'État, le maître d'ouvrage, il a finalement peu de marge de manœuvre pour faire face à ce conflit. Et les 2 sorties de conflit qu'on a pu observer, c'est soit il modifie sa stratégie pour aller vers de l'ajustement pratique, donc il revient finalement à la stratégie numéro 2. C'était le cas, par exemple, sur Flin, mais ça a été le cas également sur Source de la Vigne, où la Source de la Vigne, ça n'a pas été de modifier sa stratégie pour aller vers de l'ajustement pratique, mais ça a été d'essayer de s'affranchir directement des dispositifs agricoles nationaux en les contournant. On y reviendra tout à l'heure. Un dernier enseignement, c'est que finalement, le fait de combiner cette entrée par des changements structurants et une approche volontaire, peut-être encore plus que sur les autres stratégies, ça nécessite d'avoir des moyens en ingénierie d'animation territoriale, un engagement très fort politique du maître d'ouvrage et un accompagnement financier important. Alors, la deuxième partie de la présentation, c'est sur des enseignements transversaux. Donc, on a croisé un peu tous ces cas qu'on a analysés finement pour essayer de voir est-ce qu'il y avait des choses qui ressortaient. Donc, évidemment, la matière que je viens de vous présenter là, c'est ça qui nous a nourris. Donc, on va retrouver des choses que j'ai rapidement dites. Alors, le premier enseignement, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas surprenant, mais ça confirme quand même que les facteurs de contexte jouent un rôle important, en tout cas jouent un rôle dans le fait qu'on a des déploiements de stratégies de protection ambitieuses. Et ça, on le voit dans d'autres études d'évaluation qui ont été menées là-dessus. Alors, il y a évidemment la taille de l'AAC qui joue un rôle puisque avec des petites tailles, on a moins d'agriculteurs et du coup, on peut avoir par exemple plus de suivi individualisé. La réactivité de la nappe, mais également puisque quand souvent dans les études, on voit que quand il y a une réactivité de la nappe plus rapide, c'est plus encourageant pour se mobiliser. C'est vrai, mais ce n'est pas des conditions suffisantes ni nécessaires. Nous, dans les cas qu'on a vus, il y a à la fois des réussites sur des grandes AAC et des difficultés sur des petites. Et on a également des mobilisations de maîtres d'ouvrage, même si on a un temps de transfert long. Là, le côté ressources stratégiques aussi, la prise de conscience que c'est une ressource stratégique, ça, c'est un critère effectivement qui favorise des protections, l'engagement dans des démarches de protection ambitieuses. Et ce qu'on a pu voir dans nos cas, c'est que en fait, cette prise de conscience, elle est soit déjà intégrée dès le début par le maître d'ouvrage, des collectivités qui sont très sensibles à ça, mais elle peut aussi mettre en lumière par le classement Grenelle, qui joue comme un révélateur pour les collectivités notamment, ou pour les agriculteurs, et par les services de l'État ou l'agence de l'eau.
Et puis, évidemment, des critères sur le contexte agricole. On comprend bien que c'est plus facile de remettre de l'herbe quand on a des contextes de polyculture, élevage ou d'élevage, même si dans nos cas, on a pu avoir de la remise en herbe qui se fait dans des contextes plutôt de grande culture. Et également un critère aussi sur la question du transfert des exploitations. Est-ce qu'on est dans des moments du territoire où il y a beaucoup de départ à la retraite ou pas? Alors, dans tous les cas, un seul facteur, ce facteur de contextuel ne suffit pas à expliquer pourquoi, à lui seul, à expliquer pourquoi on a des trajectoires plus ou moins ambitieuses. Un deuxième enseignement qu'on a eu et qui est en lien avec un discours qui est fréquemment porté dans le cadre de ces démarches de protection de captage, c'est qu'il ne faudrait pas s'engager trop vite dans des changements structurels de système de production ou d'occupation des sols, et sinon ça risquerait de brusquer les agriculteurs, et que finalement les trajectoires pas à pas de changement progressif sont plus adaptées car plus acceptables. En fait, nous, ce qu'on a vu dans les cas, c'est qu'il est tout à fait possible de démarrer directement des changements structurants sans passer par cette phase de pas à pas. C'est beaucoup le cas dans la première stratégie que je vous ai évoquée, où on rentre par une protection forte du foncier, et dans la dernière stratégie, où là, c'est clairement, on vise directement des changements structurels. Et ça va aussi avec une autre idée qu'on rencontre souvent, c'est que l'ajustement progressif des pratiques, ça permettrait aussi d'avoir un peu par effet boule de neige, de convaincre petit à petit de plus en plus d'agriculteurs. Nous, ce qu'on a vu sur les cas qu'on a étudiés, hein, bien sûr, c'est que ce n'est pas vraiment vérifié, cet effet boule de neige. Et quand il y en a un, ce n'est pas forcément attaché à une logique de pas à pas. C'est par exemple le cas des sources de Lavanne, où il y a effectivement eu un effet boule de neige sur l'agriculture biologique et qui n'est pas du tout lié à une stratégie de pas à pas. Et même finalement, quand on a des stratégies où on a une animation très ciblée, progressive, d'abord sur un noyau d'agriculteurs, on a souvent du mal à sortir de ce noyau d'agriculteurs. Un troisième enseignement, c'est que, qui vérifie aussi quelque chose qui est déjà vu, c'est finalement que l'application de la collectivité dans le portage politique est vraiment un facteur de succès. Il le vérifie à deux titres, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans nos cas de succès, la collectivité a joué un rôle de médiateur, de facilitateur, notamment quand il y a des tensions ou des conflits. Elle a joué un rôle parce qu'elle est capable de mobiliser, d'aller chercher de la réglementation qui sont de son ressort pour protéger. Et elle joue un rôle parce que aussi elle porte de l'ingénierie territoriale et des moyens et investit des moyens financiers. Et on voit ce rôle important parce que, à l'inverse, quand on a eu des cas dans nos 11 cas où finalement ne se sont pas avérés aussi successful que ce qu'on espérait, eh bien, la mobilisation de la collectivité était un point faible. Un quatrième enseignement, c'est l'importance de l'ingénierie territoriale pour mobiliser les acteurs. Et cette importance, elle est à concevoir dans le temps. Il faut une animation pérenne pour assurer la mobilisation des acteurs, parce que ça crée un climat de confiance qu'il faut pouvoir faire perdurer. Et ça permet également de s'adapter aux évolutions de contexte qui ne cessent d'arriver et qui sont des évolutions de contexte dont finalement la collectivité ne peut pas faire grand-chose autre que s'y adapter. Et ça, on l'a vu aussi parce que quand il y a beaucoup de turnover, c'est de manière assez automatique dans les cas qu'on a vus, eh bien, la mobilisation baisse. Elle est renforcée, cette importance de la pérennité, parce que finalement, dans les 11 cas étudiés, y compris dans les plus avec des succès les plus avérés, même donc ceux qui sont les plus encourageants par rapport à la qualité de l'eau, eh bien, ils peuvent présenter des fragilités quant à la pérennité de ces changements. C'est jamais totalement acquis face à des évolutions de contexte sur lesquelles finalement les politiques locales ont peu de prise.
Alors, un autre élément aussi, touche à la question de est-ce qu'il faut faire du réglementaire, est-ce qu'il faut faire du volontaire, comment on articule ces deux volets d'action publique. Nous, dans les cas qu'on a étudiés, en fait, c'est difficile de conclure parce que la menace du risque réglementaire, notamment au travers de la démarche ZSCE, elle peut effectivement pousser les agriculteurs à agir pour éviter le couperet réglementaire ou pour s'y préparer. Ça marche bien, notamment quand les pouvoirs publics proposent des aides et un accompagnement pour cela. Alors, ce risque réglementaire, il est encore d'autant plus, il joue d'autant plus par rapport aux collectivités qui, elles, sont plus habituées à s'inscrire dans les décisions du préfet. Donc, ça joue pas que sur les agriculteurs, ça joue aussi sur les collectivités. Mais par ailleurs, à l'inverse, ça peut aussi susciter des oppositions fortes des agriculteurs et de leurs représentants qui peuvent bloquer des démarches que l'on souhaitait engager. Donc, en fait, in fine, en fait, c'est un peu difficile d'identifier le bon réglage, a priori, entre réglementaire et volontaire, même si nous, sur l'ensemble des cas, il nous semble que l'horizon du passage au réglementaire semble quand même plus souvent pousser à agir, et que même si ça crée du conflit, quand ce conflit est bien géré, et bien finalement, au final, c'est bénéfique. Alors, un sixième enseignement, c'est que dans les contextes les plus difficiles, où il y a vraiment une opposition avec les représentants agricoles, ben, les clés de succès qu'on a, les territoires qui ont réussi à dépasser ça, c'est des territoires qui ont mis en place des stratégies qui permettent de s'affranchir de ce contexte agricole et de ce cadrage agricole, de la tension de l'opposition agricole pour mieux tenir les enjeux hauts. Et pour ça, il y avait un peu 3 leviers qui ont été mobilisés, soit en jouant sur la gouvernance de la démarche pour limiter la capacité de blocage des représentants agricoles, notamment avec une gouvernance plus resserrée sur les agriculteurs qui sont motivés du territoire, soit en recherchant une implication directe des agriculteurs concernés au sein de la gouvernance, ce qui est plus facile dans les petites AAC. L'autre levier, c'était en encadrant l'animation technique agricole par une animation territoriale qui est reconnue comme vraiment un chef de file. Ce n'est pas une animation territoriale à côté de l'animation technique agricole, c'est une animation territoriale qui est là pour aussi orienter et piloter l'animation agricole, même si elle ne se fait pas dans les mêmes organismes. Et enfin, en dernier, de manière encore plus forte, il y a les cas où on s'est complètement, les collectivités ont essayé de contourner cette opposition en s'affranchissant des cadrages nationaux de la politique agricole et donc en mettant en place elles-mêmes une ingénierie technico-financière qui soit propre ou dans d'autres cas en entrant par des démarches réglementaires de la politique de l'eau ou de l'aménagement du territoire. 2 derniers enseignements. Le premier, il est vraiment lié à ce que je viens de raconter. Ce qu'il y avait au cœur de l'idée de dire que c'est difficile de trouver le bon réglage entre réglementaire ou volontaire, ou l'idée aussi que pour s'affranchir, pour dépasser les oppositions, il faut s'affranchir du cadre agricole. En fait, ce qu'il y a derrière ça, au cœur de ça, c'est la question du conflit. Et donc, les cas, ce qu'on a étudié, en fait, montrent bien que c'est classique de rencontrer des oppositions qui sont plus ou moins fortes et quelque part, ça fait partie du processus. Et l'enseignement qu'on peut faire ressortir, c'est que ça peut être géré. Ça peut être géré et c'est donc tout ce que je viens de vous montrer et que quand c'est géré, on peut dépasser les blocages et pour cela, c'est tout ce que je viens de vous raconter. Pour les gérer, il faut une implication des collectivités, il faut une implication des acteurs institutionnels, des services de l'État et de l'Agence de l'eau pour faciliter l'accompagnement des agriculteurs. Et puis, il faut avoir aussi des stratégies on peut aller jusqu'à des stratégies de contournement pour gérer ces conflits. Et ici, en tout cas, peut-être sur le point on peut insister, c'est que
le soutien des acteurs institutionnels, que ce soit l'État ou l'Agence de l'eau, le soutien des collectivités dans ces moments conflictuels, il est primordial. Et on voit bien quand l'État n'a pas été un soutien, notamment, ça a pris beaucoup plus de temps. Le pilotage, alors un autre enseignement, c'est que en fait, il y a un intérêt vraiment fort à piloter les démarches par les résultats. Ce qu'on veut dire là, c'est que dans les cas où on a pu observer ça, ce sont des cas qui ont mis en place quelque chose d'assez fin, par exemple en utilisant les bilans de reliquats azotés pour piloter leur action et pour l'adapter en fonction des résultats finement sur le territoire. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que finalement, c'est rarement mis en œuvre. Et quand c'est mis en œuvre, pour que ça soit vraiment efficace, il faut qu'il y ait une forme de capitalisation dans le temps long de l'expertise qui est acquise par ce pilotage fin par les résultats. Enfin, un dernier enseignement qui est là plutôt quelque chose pour confirmer des choses qui sont déjà connues normalement. Évidemment, les cas ont montré la pertinence de la solution herbe du point de vue de la qualité de l'eau. C'est vraiment très efficace tant sur les nitrates que sur les pesticides. Mais pour qu'elle soit efficace dans le temps, il faut s'assurer que le maintien de ces surfaces, évidemment, et donc ça ne peut passer que par une intégration de ces surfaces dans un système économique, donc par une valorisation économique ou par une protection réglementaire. Et les cas, on a 2 cas sur lesquels que je vous ai déjà cités où il y a bien une efficacité avec un effet très visible sur l'eau, parce qu'on a mis de l'herbe, mais dont tous les acteurs, il n'y a pas eu ce travail d'intégration de ces surfaces dans un système d'exploitation économique, et du coup, il y a de fortes chances que ça ne soit pas pérenne. Et pour ça, l'outil MAE, là, apparaît vraiment pas suffisant, voire pas pertinent, si on n'a pas cette réflexion sur l'approche de changement structurant. Le deuxième enseignement qui confirme déjà des choses que Sarah Fayette a déjà d'ailleurs dit en introduction, c'est que les solutions d'interconnexion, ce ne sont pas des solutions pérennes. Dans les 2 cas où on a des solutions d'interconnexion, eh bien, la ressource source d'où vient l'interconnexion commence à être polluée et du coup met en péril les capacités de mélange.